Hope. C'est au moment où elle sort le livre de l'étagère que l'appareil lui échappe, puis elle voit sa main gauche battre l'air, s'ouvrir et se refermer sur rien avant d'entendre le bruit mat de la chute sur la dalle de béton. Les battements de son cœur lui deviennent de plus en plus perceptibles, une sensation d'oppression qui donne l'impression qu'un petit point frappe son sternum, provoque cette contraction. Elle regarde à droite, à gauche. Elle est seule dans la travée. Elle s'accroupit devant l'appareil, constate qu'aucun morceau ne s'en est détaché, mais son soulagement s'évanouit quand ses yeux se posent sur l'écran qui se zèbre de lignes noires. Puis s'éteint. Comme un œil se fermerait, l'œil de son guide et de son gardien. Elle saisit l'appareil, presse plusieurs fois la touche on-off, mais l'écran demeure sombre. Elle pourrait taper dessus, la brève vision d'un personnage en pyjama tambourinant sur son vieux poste de télé en plein match, mais elle n'ose pas, par crainte de le déglinguer davantage. Jamais une chose pareille ne lui est arrivée depuis qu'elle travaille ici. Des mois qu'elle effectue plus ou moins les mêmes gestes avec de plus en plus d'adresse sans que rien ne lui échappe des mains. Elle essaye de se remémorer l'instant où l'appareil a glissé, mais elle se rappelle juste l'avoir vu tomber. Son emprise sur la poignée avait dû se relâcher, peut-être à cause d'un surplus de fatigue, des heures de marche accumulées, ou d'une pensée trop prégnante qui aura aspiré son attention à cet instant. Elle allait vite. Elle voulait aller vite, mais pas plus que d'habitude. Autour d'elle, il n'y a toujours personne. Elle est pourtant certaine d'avoir entendu quelque chose, une espèce de bruissement rapide, aérien, à moins que ce ne soit encore elle. L'impression qu'elle avait eue récemment, celle d'un chuchotement à la fois proche et lointain, qui l'avait fait tressaillir, incompréhensible, bien qu'assez incisif, pour ressembler à l'appel de son prénom. C'est vraisemblablement l'appréhension qui trouble son ouïe. Si elle ne réagit pas, ne bouge pas, quelqu'un viendra bientôt la trouver. Depuis combien de temps l'appareil est-il tombé ? 2, 5, 10 minutes ? La stupéfaction a brouillé sa perception du temps. Ils ont dû s'apercevoir de la brusque interruption de sa cadence d'enregistrement, c'est sûr. Elle n'a même pas scanné le dernier livre qu'elle tient encore à la main, faisant glisser la pulpe de ses doigts sur sa couverture pour en éprouver la douceur. Elle doit remonter la travée, retrouver le chariot qu'elle a laissé au début de celle-ci, déjà chargé d'une petite cinquantaine de bouquins. Elle le tire, le pousse devant elle, marchant aussi vite qu'elle le peut le long du couloir central. À quelques mètres devant, une autre piqueuse a jailli d'une travée latérale. Arc-boutée sur son chariot, la jeune femme, dont elle a oublié le prénom, remonte la travée dans sa direction. Bref rictus de reconnaissance, pas un mot, jamais, pendant le service. Au début, cela la dérangeait, comme une impolitesse, un mépris de l'autre et d'elle-même. Maintenant, elle préfère. De toute façon, que pourrait-elle se dire que l'autre ne sait pas ? Le dos endolori, les jambes lourdes, l'abrutissement, la crainte de ne pas remplir son quota, ou que ce soit l'autre, justement, qui vous grille au prochain contrat. Les premiers temps, elle s'était fait une copine, une fille grosse et sympa, avec qui elle prenait ses pauses café. Elle plaisantait, discutait de choses futiles, des fringues ou séries télé, qui semblaient beaucoup intéresser son acolyte, dont elle s'évertuait à comprendre la capacité à prendre sa propre vie, ingrate, harassante, avec autant d'indolence. Un matin, Jenny ne s'était pas présentée au pointage. Elle avait demandé et on lui avait indiqué que sa collègue avait été suspendue. Pendant quelques instants, elle avait vu un corps nu, abondant, voluptueux, se balancer au bout d'un crochet comme un jambon. Elle ne connaissait ni son numéro de téléphone, ni son nom de famille, et la brusque évaporation de Jenny l'avait sevrée de l'envie de se confier à quiconque. Il était finalement plus reposant de garder ses distances, ici et en général. Elle se félicite d'ailleurs de ne pas avoir cédé à la tentation de rappeler Éléonore, qui lui a laissé un message le lundi ou le mardi précédent
alors qu'elles n'ont plus de contact depuis près de 2 ans. Sa voix était trop guillerette, faussement anodine. Si elle l'avait rappelé, il aurait fallu parler de leur vie, et celle d'Éléonore se serait révélée bien plus trépidante et glorieuse que la sienne. Elle n'aurait pu résister à cette comparaison, et de la comparaison aurait surgi le doute, celui qu'elle doit tenir à l'écart alors qu'il rôde autour de ses pensées. Lorsqu'elle n'y résiste pas, il s'enroule comme un lierre autour d'elle et absorbe son énergie, la laissant amorphe et indifférente. De son choix, elle avait été sûre, longtemps, au début tout du moins. Se soustraire à la corruption des privilèges, refuser les concessions asphyxiantes, préserver son âme de la futilité des logiques financières et du joug de l'ambition pour s'élancer vers une vie plus simple, plus libre, tout cela semblait parfait. Elle ne voulait pas faire carrière ou prévoir sa vie selon des calculs de revenus. Que l'honnêteté envers soi-même prime était alors sa devise. Si travailler à l'entrepôt avait été, les premiers temps, une expérience forte et inédite, elle s'est fait prendre au piège, par défaut de moyens. Sa survie financière est devenue trop impérative pour qu'elle soit libre. Tourner en rond dans ce hangar a fini par lui faire perdre le sens des priorités, comme avec ces mots qui, répétés à l'envi, se vident de leur sens, devenant de drôles d'enveloppes. Être au bas de l'échelle, simple exécutante, avait été la meilleure façon qu'elle ait trouvée de protéger son intégrité. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'être au service d'un énorme conglomérat financier impliquait aussi d'accepter des procédés répréhensibles. À l'époque de son choix, ses amis à l'avenir garanti avaient eu recours au scepticisme ou à la dérision pour tenter de la faire changer d'avis. « Donne-nous une seule bonne raison d'arrêter tes études », lui enjoignait-il. Parce que ça ne se fait pas. Ils étaient atterrés par son obstination à vouloir se démarquer. Il devint indispensable de couper les liens. L'une des roues Queen. Elle ne l'entend que maintenant, alors qu'il doit y avoir 1 heure qu'elle circule avec ce chariot. Un petit couinement plaintif, comme si son indéfectible compagnon de travail essayait de l'avertir d'un problème. À l'extrémité du couloir central, elle débouche sur la section de l'entrepôt où sont installés en U les bureaux des managers. On les voit de loin avec leurs gilets jaunes fluo, les mêmes que ceux des ouvriers de la voirie. Sauf que pour ces derniers, il va de soi que la visibilité est indispensable à cause de la proximité de la circulation. Mais dans le cas de types qui passent la majeure partie de leur journée derrière un bureau, elle n'en voit pas l'utilité. À moins que les piqueurs, avec leurs chariots, ne soient considérés comme des dangers potentiels. Le code couleur est un indicateur hiérarchique. Au manager, la fluorescence, aux subalternes comme elle, un orangé cru semblable à celui des combinaisons des prisonniers de Guantanamo. Les images de ces reclus captifs sans visage et sans nom dans des cages barbelées ayant fait le tour du monde, ce coloris n'aurait pas dû être autorisé. Les managers ont les yeux rivés à leurs écrans, à l'affût des erreurs et des ralentissements. Elle est encore à plusieurs mètres d'eux quand Pierre lève la tête, la repère, la scrute, enfin se lève. « Un problème ?» Elle lui tend l'appareil. Au moment où elle croise son regard sévère, elle se dit pour la première fois qu'elle pourrait mentir, prétendre qu'il s'agit d'une panne subite, incompréhensible. Mais elle ignore si les rangées de rayonnage sont placées sous surveillance vidéo, bien qu'elle conçoive mal qu'une entreprise efficace tolère l'invérifiable. « Je suis désolée, Pierre, il est tombé. » Il fronce les sourcils, appuie sur la touche on-off à plusieurs reprises. Elle se retient de lui dire qu'elle a déjà essayé. Quand il relève la tête, son regard s'enfonce dans le sien tel un doigt inquisiteur pour la réduire en fautive. Oh, puis il est tombé. Il est tombé. Tu l'as fait tomber. Pas volontairement, mais tu l'as fait tomber. Elle se tait. Elle ne sait quel aveu le satisferait. Surtout, elle n'a pas envie de se prêter à son jeu de la confession rédemptrice.
Son silence agace Pierre. Elle le voit aux petites contractions de ses maxillaires qui soulèvent ses joues. « Tu sais combien vaut un scan ?» Elle secoue la tête. « Tu le verras sur ta feuille de paye. »« Je n'ai pas fait exprès, Pierre. » Elle aurait un crâne en acier et elle lui donnerait un formidable coup de boule qui l'enverrait valdinguer contre le mur où il glisserait comme un chiffon, une baudruche dégonflée, entraînant avec lui les tableaux et les chiffres de production. Si elle ne touche pas l'intégralité de ses 1300 €, elle ne pourra rien mettre de côté ce mois. Et si elle ne met rien de côté, elle ne pourra jamais arrêter ce boulot de merde. C'est la seule logique qui dicte son existence en ce moment. Envisager davantage l'exposerait à de trop rudes déceptions. Ça arrive qu'un appareil tombe en panne, non ? Très, très rarement. Garantie du matériel contre probité humaine. Je suis désolée, je l'ai dit. Elle voit la peau entre ses sourcils se plisser. Alors, elle sourit, bien qu'elle n'en ait aucune envie. Elle sourit parce que c'est ce que les jeunes femmes de son âge font quand a échoué le reste. Entrouvrir leur bouche et montrer leurs dents pour déceler simultanément dans le cerveau du mâle le désir. Y laisser grandir l'encore inimaginé qui calmera leur sadisme. Pierre secoue la tête, puis fait mine de réfléchir en regardant ailleurs. « Tu vas faire triplement attention, ok ?» Elle se contente de hocher la tête. Sa parole est trop précieuse pour ce Chéfaillon. « Olivier va t'en donner un autre. Olivier !» Il secoue le scan en l'air, l'autre approuve et obtempère. « Vas-y, vas-y, reste pas planté là !» Elle voudrait tellement lui désobéir et n'y être pour rien, que ses pieds s'enfoncent dans le sol, s'y plongent comme des racines. Elle serait l'arbre contre lequel il ne pourrait rien. Mais ses jambes se sont remises en marche. Elle pourrait courir, enfreindre le règlement, juste pour voir s'il irait jusqu'à la sanctionner. Mais à cet instant, Pierre mate son cul, elle en est sûre. Alors, elle place le livre sous son bras et tire des 2 mains sur le bas de son pull, avec la force de la colère, quitte à en déchirer la laine. Elle marche ainsi, les poings accrochés derrière, sans se retourner. Olivier lui tend le nouvel appareil, récupère le défectueux sans un commentaire. Il lui reste une demi-heure avant la fin de son shift. Son rendement a dû terriblement baisser, une dizaine de places de perdu minimum au classement. Tout ça pour une malheureuse mini-seconde d'inattention dont elle n'arrive toujours pas à se rappeler l'origine. Elle scanne le badge autour de son cou, puis le code-barre du bouquin. Quand elle le cherchait tout à l'heure, elle avait lu son titre « La rousse du jardin facile ». Elle reprend son chariot, marche, roule en songeant à elle. Car c'est une femme, les mots jardin et facile le suggèrent, à moins que le sexisme ambiant ne soit en train de la contaminer. Tranquillement assise dans son salon, penchée sur sa tablette, cette femme a acheté l'ouvrage plus tôt, sans même songer qu'une personne en chair et en os se chargerait de sa commande, devrait la chercher à toutes jambes, la rapporter à toute blinde, afin que celle-ci lui soit expédiée dans un temps record. En cela tient la magie des achats sur le web. Quelques clics suffisent, entretenant l'illusion que l'intégralité du processus est automatisée. Dans cet entrepôt, de vraies personnes s'affairent pourtant, payées pour faire les courses de centaines d'autres, pour cueillir sur d'innombrables rayonnages le produit voulu, avec une marge d'erreur ne devant pas excéder les 1%. Une erreur pour 100 livres cherchés et rapportés, pas plus. Une sonnerie. L'appareil. Elle doit se concentrer. Sur l'écran s'affiche un titre accompagné des coordonnées de l'emplacement du livre, lettres de cellule, numéro d'allée, code BIN. Quelques secondes, elle demeure immobile, élaborant le parcours le plus rapide jusqu'à sa destination avant de se remettre en route. Tandis qu'elle marche, le couinement de la roue s'accélère, lui donnant l'impression que c'est elle qui cale sur lui le rythme de son pas, et non l'inverse. Le rouge et le noir. C'est un adolescent, forcément, un lycéen blasé, contraint d'acquérir pour un cours de français le roman de Stendhal dont il picorera les phrases, méfiant
dans un bus ou un métro, pressé, de plus en plus agacé par ce texte aux mots trop nombreux et à l'effet trop lent, qui le pompe et pompe le temps qu'il souhaiterait dévolu à des plaisirs plus instantanés. À l'aider, elle bifurque. En quelques enjambées et gestes, elle récupère le livre de poche dans sa case attitrée, tentée d'y inscrire au bic un message pour l'ado. Qui lira, vivra longtemps. Mais il serait capable de s'en apercevoir avant l'expédition. Elle scanne le code-barre, puis repart en sens inverse. Elle marche, roule, mais au moment où elle vire dans le couloir central, un chariot surgit en sens inverse du mauvais côté du passage. Elle l'évite de justesse, adressant un petit signe de modération au conducteur qu'elle reconnaît alors. Le nouveau, qui a battu 2 jours plus tôt leur record de rendement à tous, c'est lui. Pour expliquer sa prouesse, les commères de la machine à café racontaient qu'il avait été athlète de haut niveau. En tout cas, il est jeune et en a l'air, arbore l'attitude combative des fraîchement arrivés qui veulent en découdre et être embauchés rapidos. Alors il file et fonce, sans interrogation, sans réserve vis-à-vis de cette pompe à bras gigantesque qu'il emploie. Sans doute le prend-il comme un jeu, s'estimant plus rusé que les autres, comme elle l'avait elle-même pensé au début.